Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Sérirama, l'émission 100% série de Télérama. On se retrouve tous les lundis pour critiquer, pour analyser, pour débattre des séries télé avec Sébastien Mauge aujourd'hui. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous et bon appétit. C'est vrai, parce que il est 13h, donc si vous nous regardez, vous avez le droit de manger en même temps. Mais vous avez aussi le droit évidemment de commenter, de critiquer, de poser vos avis, de poser vos questions. Et sur quoi? Eh bien, on va vous le dire, sur le true crime, excusez mon anglais. Le true crime, un genre de documentaire et de série télé, on va parler un petit peu de ça, qui s'inspire des faits divers, qui reproduit la réalité, qui recrée, qui réécrit des histoires qu'on a pu voir dans les journaux 20, 30, 40 ans plus tôt, ou la semaine dernière. C'est un peu le principe du true crime, qu'on pourrait traduire comment d'ailleurs, le true crime, le crime véritable. Crime vérité ou on parlait de roman vérité pour 200 froid de Truman Capote, qui a un peu lancé cette mode dans les années 50, si je ne m'abuse, qui était d'ailleurs publié en feuilleton dans le New Yorker. Donc voilà, peut-être les origines de série vérité. Série vérité, pourquoi pas. Le CSA nous dira s'il valide notre traduction True Crime, puisqu'on a appris aujourd'hui qu'on disait aussi aguiche maintenant. On ne dit plus trailer, on dit aguiche. À la place de teaser. De teaser, pardon. Ouais. Plus teaser, aguiche. Bref, pourquoi on vous parle de True Crime? Parce qu'hier soir sur 13e rue a commencé un True Crime, Law and Order. True Crime, c'est dans le titre. Puis ça veut dire que le mot est rentré quand même dans les pratiques, si on l'utilise dans un titre. Ça a commencé sur 13e rue hier soir. On regarde une petite bonne annonce et on en débat ensemble. Police de Beverly Hills, quelqu'un a tué mes parents. Ils sont morts. Découvrez Law & Order True Crime, la nouvelle série thriller, tous les dimanches à 20h55, en exclusivité sur 13e rue. Donc nous parlons de True Crime, mais qu'est-ce que le True Crime? Alors, peut-être tenter d'abord une définition simple, c'est l'adaptation, un récit, qu'il soit documentaire ou fictionnel, qui part d'un fait divers, plus ou moins fidèle au développement qui a suivi le fait divers. On suit l'enquête de la police, on suit le procès, on suit le quotidien des victimes ou des criminels ou des suspects. Certains true crime remontent le temps pour mettre en scène ce qui s'est passé avant le crime. D'autres ne racontent que ce qui suit. D'autres sont centrés autour d'un procès. C'était le cas de The People versus O.J. Simpson. Bref, toutes les pistes sont possibles, mais le point de départ, c'est qu'on s'accroche à un fait divers, lâchement ou le plus précisément possible en fonction de son approche. Et c'est là peut-être qu'on peut préciser, Sébastien, cette nomenclature. Alors, on peut définir trois catégories de true crime. On a la fiction pure et dure, mais qui s'inspire donc d'un fait divers, d'un fait réel et qui se documente à fond sur le sujet pour le traiter de manière fictionnelle. Alors, type American Crime Story. Voilà. On va parler surtout de The People versus O.J. Simpson. C'est un peu plus compliqué avec The Assassination of Gianni Versace, qui arrive sur Canal+ très, très prochainement. On a la série documentaire. Là, pour le coup, c'est un vrai documentaire, mais avec des accroches, des aguiches sérielles, une façon de créer des personnages et de fictionnaliser l'ensemble pour attirer le téléspectateur. Et on a même une troisième catégorie qui mêle les deux, à la fois fiction et documentaire, comme c'est le cas récent de Wormwood, une série qui narre le suicide peut-être maquillé, le meurtre maquillé en suicide, pardon, d'un scientifique dans les années 50 qui travaillait pour la CIA sur le développement du LSD, notamment. Une série qui a d'ailleurs été réalisée par Errol Morris, qui est considéré comme l'un des pères du true crime, puisque c'est lui qui était auteur de The Thin Blue Line en 1988, qui est un peu le 200 froid télévisuel. Voilà. Donc en fait, le lien entre réalité et fiction est très variable, dans un sens comme dans l'autre. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un véritable dialogue entre documentaire, réalité, journalisme et fiction. D'ailleurs, c'est souvent des jobs d'investigation qui sont mis en scène dans ces histoires-là, que ce soit l'avocat, le procureur, le flic ou le journaliste, qui est une figure récurrente du true crime. Est-ce qu'on peut, alors sans être trop rébarbatif, et d'ailleurs, si vous nous regardez, je la refais, puisqu'on a été interrompu tout à l'heure, on est là pour discuter avec vous, donc n'hésitez pas, si vous avez vu American Crime Story, si vous avez vu The Jinx, si vous avez vu Making a Murderer, pourquoi vous avez aimé? Est-ce que peut-être vous n'avez pas aimé? J'ai dans mon entourage des gens qui n'aiment pas du tout ces documentaires true crime, qui trouvent que c'est racoleur, qu'il y a toujours ce côté un peu lourd, un peu, on en fait des caisses, et surtout
on manipule, entre guillemets, la réalité. Ça pose des questions éthiques. Ça pose des questions. Donc, si vous avez des questions, des réflexions par rapport au true crime, n'hésitez pas à venir débattre avec nous. On est là pour ça. Donc, est-ce qu'on peut faire un peu l'histoire du true crime? Alors, on ne va pas remonter de 2-3 siècles, mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, ça soit une vraie tendance? Parce que, rappelons-le, il n'y a pas 12 séries de true crime en ce moment, mais c'est vraiment quelque chose qui excite beaucoup la fiction américaine, surtout, hein. Et le documentaire américain, ça reste encore très américain pour l'instant, mais quand même, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé, Sébastien? Il s'est passé surtout, je crois, alors récemment, The Jinx, notamment. Donc, je pense que la mode est partie vraiment de la série documentaire et non pas de la fiction qui se base sur des faits réels. Alors, c'est The Jinx. Alors, The Jinx, c'est l'histoire de cet héritier multimillionnaire, voire milliardaire, je ne sais plus trop, Robert Durst, qui est devenu d'ailleurs une figure de la culture populaire assez importante. On le retrouve interprété par Fred Armisen dans Unbreakable Kimmy Schmidt, par exemple. Je crois qu'on l'a vu aussi dans un épisode des Simpsons. Donc c'est l'histoire de cet héritier un peu fantasque, qui est soupçonné d'avoir assassiné plusieurs de ses compagnes. Alors ce qui est intéressant dans ce rapport fiction et réel, c'est que l'auteur de The Jinx, Andrew Jarecki, avait d'abord fait un film de fiction, donc que Durst a vu au cinéma. Voilà, où Ryan Gosling, je crois, interprétait le rôle de Robert Durst, que Robert Durst a vu au cinéma, et c'est lui qui a contacté Andrew Jarecki en lui disant il faut que je vous parle parce que ça s'est pas du tout passé comme ça. Et du coup, c'est ce qui a lancé la production de The Jinx. Et on remarque donc que dans l'opposition fiction-documentaire, le film était beaucoup moins percutant, beaucoup moins bien fait que The Jinx. Et on a reproché à The Jinx, alors ça sera un de nos débats, de justement trop fictionnaliser son récit. Je réponds juste à Elisabeth qui dit « Vous confondez les docus et les séries fiction ». Non, non, on ne les confond pas du tout. Non. On les confronte. C'est-à-dire que le true crime aujourd'hui a d'abord été ce que tu dis là, The Jinx, et puis qui a d'abord... Peut-être que le buzz, comme on dit, de The Jinx a été très professionnel. Peut-être c'est les journalistes qui en parlaient beaucoup. Aux États-Unis, quand même, ça a cartonné. Oui, et puis, il y a eu Making a Murderer, dont tout le monde s'est mis à parler. Mais il y a eu aussi des séries de fiction qui portent le titre de True Crime. Et donc, ce terme générique True Crime s'est apposé sur le documentaire comme sur la fiction. Et c'est le sujet de notre débat aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ce qui a cartonné aussi avec The Jinx, c'est qu'il y avait dedans des morceaux de... Enfin, on se dit, c'est pas possible, c'est pas, ça peut pas... Si ça avait été écrit, il y avait des cliffhangers, on n'y aurait pas cru. C'est-à-dire que la fameuse scène de la salle de bain où Robert Durst garde son micro en allant aux toilettes et il dit quelque chose alors qu'il pense que personne ne l'écoute et ça va finalement l'accuser, plus ou moins, puisque le procès... C'est pas terminé encore, cette affaire. Hein, ça date d'il y a 3 ans maintenant, The Jinx, c'est pas terminé. Voilà, et après, il y a eu Making a Murderer, The Keepers également. Sachant que je disais tout à l'heure que c'est exclusivement anglo-saxon, faut quand même pas oublier The Staircase de Jean-Xavier de Lestrade, qui est aussi a posteriori un true crime et qui aujourd'hui est une des références du genre et qui, tu disais que c'était pas fini, qui est d'autant plus fascinant qu'il y est retourné et qu'il y a des épisodes supplémentaires qui sont venus s'ajouter au fur et à mesure du procès. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et Making a Murderer aura peut-être une suite. Peut-être, c'était en tout cas en discussion. Rebondissons sur ce qu'on parle d'histoire du true crime. C'est vrai qu'on a parlé de la fiction télé, on a parlé du documentaire, mais Camille dit très justement, peut-on faire un lien entre le succès du true crime et celui du podcast américain Serial? Ça a été une rampe de lancement pour le true crime, effectivement. Voilà, un podcast en 2 saisons. Alors, c'est surtout la première saison qui a fait parler d'elle. La deuxième est intéressante, plus technique, plus difficile d'approche, mais aussi très réussie. Et donc, Serial, c'était en son, ce même travail de récit, en fait. Et c'est ça que moi, je trouve intéressant, c'est que finalement, le true crime, ça correspond... J'ai eu la chance d'étudier le journalisme aux États-Unis et ça correspond vraiment à la narration journalistique américaine, c'est-à-dire à ce souci de raconter une histoire, de mettre en avant des personnages qui peuvent être considérés ici en France, où on a peut-être une tradition du journalisme plus stricte, plus dans le fait, qui peuvent être regardés un peu bizarrement depuis la France, mais qui est presque naturel pour l'auteur américain, pour le journaliste. Pardon, hein, je fais des... Mais est-ce que The Wire, finalement, c'était pas déjà un true crime venant de David Simon, qui est un journaliste. Qui était journaliste. Donc, le true crime était peut-être déjà partout, seulement on lui a peut-être pas mis une étiquette à l'époque. Sébastien. Mais non, je repensais à...
tu parlais de Jean Gazier de l'Estrade. En France, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose. J'ai un vague souvenir de la série, alors en série de Tribunal. Effectivement, non mais pourquoi pas Tribunal qui passait, je crois, le matin. Oui. J'étais gamin à l'époque et qui racontait, donc ça se passait dans un tribunal comme son nom l'indique. Ouais. Alors, est-ce que ça s'inspirait... Il y avait 4 divorces aussi. Oui, ça s'inspirait d'affaires réelles et c'était rejoué donc, par des acteurs différents. Ça a lancé quelques carrières d'ailleurs, je crois. Mais voilà, à part ça, je ne crois pas qu'il y ait eu grand-chose d'autre de fait. Effectivement, c'est quelque chose de très américain. Et cette idée de créer des personnages, c'est peut-être aussi le revers de la médaille. Je ne sais pas si on peut aborder ce sujet maintenant, mais alors soyons fous. Le problème d'éthique, finalement, le fait de fictionnaliser, si on peut dire, le fait divers, de prendre parti, finalement. Comment se placer, nous, en tant que téléspectateurs? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit tout prendre pour argent comptant? Ou est-ce qu'il n'y a pas, on ne doit pas se sentir parfois manipulé par D'ailleurs, la plupart des true crime, en tout cas ceux qui se disent proches de la réalité, se fendent d'un carton noir au début des épisodes qui disent cette histoire est inspirée de faits réels, mais n'est une fictionnalisation du fait réel. C'est souvent c'est la meilleure défense. Moi, je regarde en ce moment une série qui s'appelle Unsolved. Oui. Qui suit qui est accroché au meurtre de Biggie, et de Tupac. Notorious B.I.G. et en rebond à celui de Tupac, qui donc est une recréation d'une double enquête qui a lieu après les meurtres à la fin des années 90 et au milieu des années 2000. Donc en parallèle, on voit, il y a une photo un peu différente pour les deux époques qu'on s'y perde pas. C'est une histoire qui a ce carton au début. Parce qu'évidemment, le principe même de Unsolved, non résolu, c'est d'aller proposer une solution. C'est d'aller refaire... En fait, c'est ce plaisir de pouvoir raconter une histoire satisfaisante, complète, avec des personnages dans des faits divers qui parfois sont complètement lacunaires, où on ne sait pas. Et il y a la tentation de régler l'affaire, c'est-à-dire de se substituer à la police et à la justice. C'est ce qui a été reproché aussi aux auteurs de The Jinx. Puisqu'ils ont découvert pendant le tournage un élément, une preuve de peut-être la culpabilité de Robert Durst. C'est une note manuscrite qui comportait la même faute d'orthographe que les lettres anonymes envoyées par l'assassin d'une des victimes. Ils ont décidé de garder cela pour eux, de ne pas transmettre tout de suite cet élément à la police ni à la justice pour tourner des scènes et faire réagir Durst là-dessus. Donc c'est là où ça pose peut-être un petit problème d'éthique. Eh oui, et Charles dit, pour rebondir sur ce que dit Sébastien, on se demande dans quelle mesure Making a Murderer ne va pas influencer sur les péripéties judiciaires. C'est le cas de The Staircase aussi. Oui. Parce que même si on essaye de rester neutre, il y a une implication émotionnelle dans le documentaire comme dans la fiction. Par exemple, The People versus O.J. Simpson, il n'est pas dit clairement O.J. a tué. Mais la façon dont l'histoire est racontée va quand même pousser le téléspectateur d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai que peut-être que Charles a raison. T'en penses quoi, toi? Que effectivement, quoi qu'il en soit, le documentaire Making a Murderer, le true crime documentaire Making a Murderer, aura certainement fait peser un poids sur ceux qui doivent prendre une décision. Et même si ça ne les pousse pas à aller en faveur de l'accusé, ça ne peut que relancer et faire tourner la machine judiciaire. Oui, alors c'est peut-être la limite morale du true crime finalement. Et le fait que l'on puisse se dire aussi... j'avais écrit quelque chose au moment de la sortie de The Jinx. Alors, je n'avais pas été très inspiré. J'avais titré pourquoi The Jinx est exceptionnelle et pourquoi elle devrait le rester. En ce sens où la série documentaire pourrait devenir une course au scoop, entre guillemets, une course à vouloir absolument dégoter des affaires non résolues et à vouloir les résoudre par le biais du documentaire et d'aller retrouver les protagonistes, etc. Bon, il se trouve qu'après, il y en a eu une pelletée, mais ça interroge aussi sur comment est-ce qu'on choisit, quand on est documentariste ou réalisateur de ce genre de série, comment est-ce qu'on choisit un cas, qu'est-ce qu'on met de côté. Certains n'ont pas la même chance que d'autres. Là, je regarde actuellement Wild Wild Country sur Netflix, qui est sorti vendredi, je crois, qui raconte cette histoire hallucinante d'un gourou et de sa secte. Alors, ils ne veulent pas qu'on l'appelle comme ça, mais qui a emménagé à côté d'une petite ville américaine
Et il y a eu des rebondissements incroyables. Ils ont réussi à retrouver des témoins de l'époque. Donc, est-ce que ça se joue à ça, le fait de pouvoir réaliser une série de ce type ? Voilà, qu'est-ce qui entre en considération, qu'est-ce qui entre en jeu, c'est très complexe. De toute façon, la frontière du true crime est très fragile, dans un sens comme dans l'autre. Alors, il y a quand même Léa qui nous dit, côté français, il y a eu l'affaire Villemain par Raoul Peck. Oui, c'est vrai. 6 épisodes. Alors, je n'ai pas vu l'affaire Villemain. Alors après, parce que la question, c'est où commence le true crime, où s'arrête le documentaire. C'est-à-dire où s'arrête le pur documentaire, où on relève des faits. Parce que le true crime, il doit quand même y avoir une forme de narration. Oui. Il doit y avoir, dans The Jinx, il y avait des reconstitutions, il y a tout un emballage, et c'est vrai que c'est très difficile. Et comme le terme true crime est très tendance, c'est effectivement tentant de l'utiliser à toutes les sauces. On a d'autres questions qui arrivent. Guillaume dit à très juste titre, c'est très américain de mettre en scène la justice, de mettre en scène, c'est ça qu'il dit, américain tout de même, là où la justice, les procès sont un peu mis en scène. Oui. Les procès sont mis en scène, c'est sûr, mais surtout à la télévision, oui, mais il y a un art de la mise en scène. La différence, c'est je suis même sûr, c'est que les procès peuvent être diffusés à la télé. Il peut y avoir des huis clos aussi. Et que justement, l'affaire O.J. Simpson, le vrai procès, ça a été un spectacle. Les gens retenaient leur souffle. Il y a eu des millions de téléspectateurs. Et là où c'est intéressant, c'est que l'affaire Menendez, qui est donc traitée dans Law & Order True Crime, ces 2 frères qui ont assassiné leurs parents, ça a été un long procès, mais il y a une Est-ce qu'on en est sûr ? Il y a une partie du procès qui a été à huis clos. Oui, on est sûr parce qu'en fait, ils ne s'en défendent pas. Dans la vérité, ils avouent leur crime. Donc pas besoin de regarder la série. Il n'y a pas de spoiler. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, la question, c'est les motivations, ce qui a pu les amener là, etc. Oui. Ben justement, on a Joseph qui nous parle de Thin Blue Line. Parfois, c'est Salvatore de Thin Blue Line de Harold Morris avait permis d'innocenter Randall Dale Adams, qui était le suspect. Alors, je n'ai pas vu de Thin Blue Line, mais on en a parlé tout à l'heure, mais c'était peut-être pendant la coupure. D'Errol Morris, qui a fait Wormwood, qui est en ce moment sur Netflix. Mais oui, alors c'est la vertu, ça peut être l'une des vertus du true crime. Mais, comme du journalisme en général. Voilà, mais ça peut être aussi le revers de la médaille, à savoir de vouloir devenir le justicier et de se substituer, comme je le disais, à la justice. Ou de proposer une vision qui va devenir communément acceptée, et c'est le problème qui se pose avec Unsolved et avec American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace. On va parler rapidement je peux parler rapidement de ces 2 séries-là. Unsolved, le problème, c'est que le héros est un des flics qui a mené l'enquête au milieu des années 2000. C'est aussi le producteur de la série, et les meurtriers de Tupac et Biggie ne sont pas condamnés par la justice aujourd'hui. Ça reste Unsolved, irrésolu. Et lui a écrit un bouquin où il dit, écoutez, moi, en tant que flic, j'étais convaincu que c'était ce mec-là. Et le risque, c'est que la série, en gros, fasse croire aux gens que la justice n'a pas fait son travail. Et ne garde que ce point de vue-là. Voilà, que ce point de vue-là. Alors après, il faut que le public soit au courant que c'est que ce point de vue-là. C'est là où la place du téléspectateur n'est pas évidente. C'est pas évident. Et alors pour Gianni Versace, là où il y a un problème, c'est que la famille de Gianni Versace conteste, là encore, c'est l'adaptation d'un bouquin, que la famille Versace n'aime pas du tout et ne valide pas du tout. C'est une vision qui sous-entend que son meurtrier, Andrew Cunanan, l'aurait connu même brièvement, chose que dément la famille Versace. Donc évidemment, le statut de fiction, des fictions encore une fois, voire des documentaires d'ailleurs, a besoin d'être rappelé. Et on en appelle à l'intelligence du téléspectateur. Le problème s'est posé au cinéma aussi, avec quelqu'un comme Oliver Stone et des films comme JFK ou Nixon, où la famille de Nixon avait beaucoup réagi au moment de la sortie du film. C'est d'avoir un parti pris, de soutenir une théorie, de l'élaborer, de la mettre en scène et de s'y accrocher sans véritable nuance. Et ça peut poser quand même quelques soucis. Répondons à la question de Jean-Luc, c'est celle qu'on a eue il y a un petit moment, on n'a pas pris le temps d'y répondre. Il dit juste Aquarius, vous en pensez quoi? Alors Aquarius, série avec David Duchovny qui relate la vie de Charles Manson, le fameux tueur en série. Voilà. Alors là, pour le coup, que Tarantino va mettre en scène bientôt, ce sera son prochain film. On est là, Sébastien, dans le cas d'une pure fiction basée sur une célèbre histoire. Mais Aquarius n'est, à mon sens, pas du true crime. Non, mais c'est quand même extrêmement fictionnalisé, extrêmement romancé. Disons que ça s'inspire d'une personnalité qui a existé. Après, c'est romancé tout autour. Donc, par ailleurs, moi j'avais trouvé ça pas mal, mais un petit peu surécrit, un petit peu trop exagéré, un peu, voilà, un petit peu justement pas assez rigoureux, froid et précis, et un peu trop dans les caricatures de ce qu'on peut imaginer du flic
un peu paumé à l'époque, un peu... voilà, on est plus près d'une forme de roman noir modernisé que de quelque chose de rigoureux. Et puis, pour moi, David Duchovny, j'ai du mal à le voir en autre chose que Fox Mulder ou Californication. Hank Moody. Là, il était en plein milieu, d'ailleurs. C'était un mélange de Hank Moody et de Mulder. Alors, on a parlé des motivations pour créer ce genre de série. Ce qui était aussi Law & Order, pardon. Hein, mais la Law & Order de base, c'est ça. C'est on prend un fait divers. Oui, c'est ça. Et on Dick invente Wolf prenait les manchettes de faits divers et puis on faisait une histoire autour. Des épisodes. On peut peut-être parler maintenant de la réception et de pourquoi ça fascine autant, ou ça nous fascine, on s'inclut dedans, les téléspectateurs. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être ce côté, ça peut nous arriver, c'est réel, où la réalité dépasse la fiction et du coup a une empreinte un peu plus forte sur nous. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, je dévorais les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare, par exemple, où on avait cette fascination aussi pour Faites entrer l'accusé. Est-ce qu'on est dans ce rapport un Making peu... a Murderer, on l'est. Making a Murderer, on est dans ce rapport-là. Alors même si on n'est pas obligé d'avoir tout à fait le même background que le personnage principal de Making a Murderer, qui est un certain type d'Américain, mais c'est comment la justice peut broyer quelqu'un. Et cette ambiguïté qu'il y a dans Making a Murderer, qui nous fait quand même penser que le gars, c'est quand même étonnant ce qui lui arrive, c'est ce qui fascine avec The Jinx. Et là, pour moi, The Jinx, on est plutôt dans la catégorie, mais c'est pas possible. Et c'est-à-dire que si ça avait été de pure fiction, on dirait, ah ouais, c'est malin le scénario, mais comme c'est censé être la réalité, c'est ça qui est fort avec le truc. C'est là où ça dépasse la fiction, oui, effectivement. On est dans la réalité, et donc on fait, non, c'est pas possible. Là, je veux dire, là, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Et c'est ça, c'est le pouvoir de choc, de fascination, qui est d'ailleurs celui de beaucoup de faits divers. C'est un peu ça, le fait divers. Sauf que là, on va au-delà. C'est-à-dire que le fait divers est élaboré, développé, et il y a une façon d'humaniser aussi les protagonistes et les criminels, que l'on n'a pas quand on lit un simple fait divers dans les journaux. Ce sont des portraits. Ce sont des portraits, effectivement. Et c'est ça qui fascine aussi le téléspectateur. Et c'est ce qui a conduit aussi à Mindhunter. Mindhunter qui est une forme de true crime du passé. Une forme de true crime et qui essaye de rentrer, c'est le titre, rentrer dans la tête des tueurs en série. Alors évidemment, l'effet n'est pas le même avec la pure fiction. Une série comme The People versus O.J. Simpson était fascinante pour d'autres raisons. Elle était fascinante parce qu'elle donne un point de vue et elle prend du recul par rapport au cirque médiatique que ça a été à l'époque, et elle éclaire, comme toutes les séries historiques, le moment aux États-Unis, les tensions raciales, le tournant de l'histoire américaine qui a pu constituer The People versus l'affaire O.J. Simpson. Vu de la France, c'est pas évident, mais aux États-Unis, ça a été à la fois, il suffisait de parler un peu avec ceux qui ont fait cette série, qui expliquaient, en fait, ça a été à la fois un moment clé dans l'histoire des ethnies et des tensions ethniques et des tensions raciales aux États-Unis, et dans l'histoire de la télévision et du spectacle. Je me rappelle Cuba Gooding Jr. qui disait c'est la naissance de la télé-réalité. Et c'est pas la meilleure définition, ça finalement, true crime, télé-réalité. Sauf que ça a été utilisé pour autre chose entre-temps. Mais il y a un peu de ça, c'est la naissance de ce moment où on est fasciné par ces histoires véridiques qu'on est censé nous montrer à la télé, avec d'ailleurs ce même décalage qui nous fait suspecter qu'il y a un deus ex machina derrière tout ça qui manipule le récit, qui est le scénariste. Et c'est une forme aussi de remise en cause du système judiciaire. Aussi, pour O.J. Simpson, oui. Pour Making a Murderer, entre autres. Joseph nous dit « Et le merveilleux The Keepers ». Alors voilà un exemple de série documentaire où il y a un parti pris, effectivement, on se doute du coupable, mais alors je vous dis, spoiler, on ne sait pas, à la fin de la série, et c'est assez déceptif, on va dire, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le chemin pour arriver à cette non-résolution est plus intéressant que cet aveu de non-résolution, justement. Mais et The Keepers, c'est la preuve que finalement, on n'est pas obligé de nous raconter le procès O.J. Simpson, qui est un truc énorme, avec toute l'Amérique qui en parle. On peut prendre une petite histoire. Making a Murderer aussi, c'est ça. C'est vraiment un détail du système judiciaire. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est savoir choisir la bonne histoire par rapport à qui est encore vivant aujourd'hui et qui peut-on interroger. Est-ce que ces gens, potentiellement, feront des personnages intéressants? Et dans The Keepers,
ces citoyens, parce que c'est des citoyens qui mènent l'enquête à la base sur cette nonne disparue, assassinée, sont des personnages formidables. On a envie de leur donner une série, quoi. Oui, voilà. On a envie de voir leur vie, on a envie de... Et voilà, donc c'est ça qui définit... D'ailleurs, il y a un truc qu'on n'a pas cité en termes de brouillage de pistes, c'est comment Fargo raconte son histoire. Fargo présente le truc, c'est une vraie histoire. Mais c'est le principe de Fargo nous arnaque, parce que c'est pas du tout des vraies histoires, mais dit ça s'est vraiment passé. Alors on a changé le nom des personnages pour respecter les morts. Pour les... Et on a gardé les faits. On a changé les personnages pour rester des vivants et on a été fidèle à l'histoire par respect des morts. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ce qui nous amène aux parodies finalement. Alors Fargo n'est pas une parodie, quoique c'est une forme de parodie de true crime, mais comment dire, la mode est telle qu'on a aussi en ce moment, sur Netflix également, là, on parle beaucoup de Netflix, mais bon, c'est comme ça, American Vandal, qui reprend d'ailleurs le fameux American de American Crime Story. Étonnant d'ailleurs que tous ces Americans qui se balancent dans ces séries-là. American Vandal, qui est donc filmé comme une série documentaire, sauf que c'est... Interview face caméra. C'est bidon du début à la fin, puisque c'est l'histoire d'une enquête sur... qui... Dit ça avec des jolis mots. Oui. Qui a dessiné, qui a tagué tous ces pénis... Sur la voiture. Et testicules, non poilus, c'est important dans l'histoire, c'est important parce que ça peut faire innocenter le coupable désigné, dans un lycée américain. Sur les voitures des profs. Sur les voitures des profs, voilà, sur le parking des profs. Donc c'est évidemment complètement débile, mais ce qui est très fort, c'est que ça reprend tous les codes des true crime actuels, et donc c'est un vrai bonheur à décrypter et à regarder. Sébastien, on approche de la fin de ce Facebook Live, donc on va essayer de... Et il y a Trial and Error aussi. Qui est un peu sur dans ce registre-là. On va essayer d'évacuer les questions qui restent, dont on n'a pas toujours la réponse d'ailleurs. Hein. Alors là, c'est juste un conseil de Valentin, qui nous dit on peut aussi mentionner les longs documentaires de Frédéric Weisman. C'est Frédéric Weisman, comme Domestic Violence. Pauline qui nous pose une question dont moi je n'ai pas la réponse, des nouvelles de la suite de Médecine et Mort d'horreur. C'est vrai qu'elle a été discutée, on n'entend plus beaucoup parler. De temps en temps, ça ressort, mais c'est pas encore définitif, mais je crois que c'est quand même dans les... Il devait être dépendant de l'avancement du procès. Exactement. Pareil, The Jinx, il pourrait y avoir une suite. Il pourrait y avoir une suite. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Elisabeth, quels sont les prochains true crime qui sont en tournage? Alors là, je vous avouerai que je n'en ai pas la moindre idée. Si, je peux dire American Crime Story saison 3, qui se passera dans la Nouvelle-Orléans de Katrina, et dont je crois le thème, c'est quels crimes ont été commis pendant Katrina, parce qu'on sait très bien qu'il y a eu des crimes pendant Katrina. Hein. Il y a des et aussi, je crois, la non-intervention du gouvernement américain. Enfin, en tout cas, une intervention retardée. Donc un sujet peut-être plus large que les 2 premières saisons, qui moi m'intéresse beaucoup plus que le crime, que l'assassinat de Gianni Versace, que je trouve être vraiment en demi-teinte, pas du tout à la hauteur de la première saison. Par contre, en France, si on pouvait s'y mettre, l'affaire Doutreau, par exemple, serait une formidable série documentaire. Après, il faut questionner les limites légales de ce genre de série. Est-ce qu'en France, on peut réécrire une histoire et raconter les coulisses? Ou alors s'en inspirer librement. Aux États-Unis, il y a l'affaire Natalie Wood qui ressort. Est-ce que Robert Wagner a tué sa compagne de l'époque? Ça peut faire aussi quelque chose, mais là, c'est hypothétique. Hein, c'est ce qu'on aimerait voir, nous, débarquer. Il y a Tom qui nous parlait de Fargo. Ça tombe bien, on vient d'en parler, Tom. Donc on a devancé, ou on a répondu sans la voir à votre question. Et ça va être la fin de cette émission, Sébastien. Cher trou internaute, merci de nous avoir très suivis. On va s'arrêter là. C'était très intéressant d'être avec vous. Merci pour toutes vos questions. On parlera du trou normand la prochaine fois. Oui, c'est ça, on va parler de ça. C'est pas mal comme titre, trou normand. Donc la semaine prochaine, on va se retrouver à nouveau pour un Facebook Live, comme ça, pour discuter d'un autre sujet. Stop ou encore les séries. Combien de saisons une série doit-elle durer? C'est une question extrêmement épineuse. Ça, c'est de la guiche. On compte sur vous parce que je suis sûr qu'il y a des séries qui ont trop duré pour vous et d'autres qui n'ont pas assez duré. Ça sera l'occasion d'en parler. Allez, bonne fin d'appétit si vous y êtes encore et on se retrouve la semaine prochaine.